Les griffes du berger allemand raclaient frénétiquement le marbre du tribunal. Ses 38 kilos de muscles tendus comme un arc sous la poigne désespérée de l'officier Sean Callahan. Thunder n'avait jamais désobéi à un ordre, pas une seule fois en 3 années de service impeccable. Mais aujourd'hui, quelque chose de viscéral le poussait en avant avec une détermination sauvage. « Thunder, au pied !» hurla Sean, sa voix résonnant dans le couloir alors que ses bottes glissaient sur le sol trop lisse. Les avocats et les employés de justice se plaquaient contre les murs, stupéfaits, observant ce chien d'ordinaire discipliné tirer son maître au-delà des postes de sécurité sans un regard en arrière. La main du greffier effleura instinctivement sa radio, hésitant entre appeler du renfort ou simplement rester spectateur de ce chaos sans précédent. Le visage marqué de Thunder, scarifié par des éclats d'obus en Irak, ne trahissait aucune agressivité. Ce n'était pas de la rage, c'était une urgence brute, une urgence qui transperçait les années de dressage, les kilomètres de combat, les blessures jamais vraiment refermées. Ce qui se cachait sous le bureau de la juge Ronelle Blake allait ébranler tout ce que ce tribunal croyait savoir sur la justice, la loyauté et les liens forgés dans le brasier de la guerre. Dans quelques instants, leur monde ne serait plus jamais le même. Laissez un j'aime et partagez vos impressions en commentaire en ajoutant la ville depuis laquelle vous nous regardez. On continue l'histoire. 6 mois plus tôt, Thunder devait être euthanasié. Ce berger allemand au passé militaire impressionnant avait fait 3 tours en zone de guerre, reçu 2 médailles du courage et survécu à une perte dévastatrice. Le sergent-chef Daniel Brooks, son maître et meilleur ami, avait été tué en protégeant des civils lors d'une explosion à Falloujah. Thunder avait survécu, la tempe entaillée par une balle lui laissant une cicatrice effrayante qui faisait traverser la rue aux passants. L'officier Sean Callahan l'avait rencontré pour la première fois dans un centre de réhabilitation pour chiens de guerre à la sortie d'Aurora, dans le Colorado. Thunder restait immobile dans son box, les yeux ambrés, reflétant une douleur que Sean reconnaissait instinctivement. Une douleur qu'il portait lui-même depuis son divorce. Ils avaient tous deux tout perdu. L'ex-femme de Sean avait emmené leurs 2 enfants en Californie, l'accusant d'être obsédé par son travail et incapable de vivre dans le moment présent. Thunder, lui, avait perdu sa raison d'être, son frère d'armes, son lien le plus sacré. Il ne mange plus, avait confié le directeur du centre à Sheehan le jour de leur rencontre. Il n'obéit pas, il ne réagit même pas. Certains chiens ne reviennent jamais de la perte de leur maître. Mais Sheehan avait vu autre chose dans ce regard, pas de la résignation. De l'attente, une patience silencieuse, comme celle qu'on cultive dans les nuits sans sommeil, à force de lire encore et encore les papiers du divorce, en espérant que tout ça ait un sens. Pendant 1 an et demi, Sean rendit visite à Thunder 2 fois par semaine. Il ne forçait jamais le contact. Il s'asseyait simplement devant la cage, racontait des anecdotes sur ses enfants, sur les secondes chances, sur la vie après les décombres. Puis, un jour, au milieu d'un orage, alors que les autres chiens se tassaient au fond de leur niche, Thunder s'était approché, lentement, et avait posé sa tête contre la main tendue de Sean. Il n'y avait pas eu de musique dramatique, pas d'éclat hollywoodien, juste 2 âmes fracassées, reconnaissant chez l'autre quelque chose qui valait encore la peine d'être sauvé. 3 ans plus tard, ils patrouillaient ensemble dans le comté de Redstone. Thunder pouvait détecter des drogues avec une précision de 98%, retrouver des personnes disparues à des kilomètres et percevoir les émotions humaines avec une acuité quasi surnaturelle. Leur taux de réussite faisait d'eux une légende locale. Pourtant, malgré leurs résultats, leur programme était menacé par les coupes budgétaires. Et aujourd'hui, tout avait basculé à l'aube. Thunder avait refusé son petit déjeuner. Du jamais vu depuis le début de leur partenariat. Lors de leur ronde habituelle, près du tribunal du centre-ville, le chien s'était mis à gémir doucement, oreilles dressées vers l'aile familiale du bâtiment. Sean avait attribué cela au stress. Le conseil municipal devait voter jeudi sur la suppression du programme K9. Et tout le monde savait ce que cela signifiait réellement, mise à la retraite. Un mot poli pour dire mise à l'écart, voire pire. Pendant ce temps, dans la salle d'audience numéro 3, une fillette de 8 ans nommée Ellie Brooks, petite fille du sergent tombé, était assise raide comme un piquet à côté de son assistante sociale. Sa chevelure brune était soigneusement tressée, ses grands yeux bleus fixés sur ses mains croisées. 18 mois en foyer d'accueil lui avaient appris à devenir invisible quand les adultes discutaient de son avenir. 3 familles potentielles attendaient de la rencontrer.
leur sourire tendu trahissant l'angoisse d'adopter une enfant aussi grande, surtout avec ses difficultés d'ajustement notées dans les rapports. La juge, Ronelle Blake, âgée de 72 ans, imposait le respect par sa seule présence. 35 ans sur le banc de la famille lui avaient fait voir chaque forme de drame humain. Ce jour-là, 12 dossiers de garde, 4 procédures d'adoption et un cas particulièrement délicat concernant une fillette de 4 ans, Maggie Trenton, dont le père venait de perdre ses droits parentaux, remplissaient sa journée. Dehors, Thunder s'agitait de plus en plus à mesure que les minutes passaient. À 14h30, soit 17 minutes avant que tout bascule, son comportement atteignit un niveau d'alerte que tout maître expérimenté aurait immédiatement reconnu. Le bol de croquettes restait plein, les oreilles constamment à l'affût de sons inaudibles à l'oreille humaine, les narines qui frémissaient à chaque respiration près des marches du tribunal, et surtout, cette tension anormale dans les épaules massives du chien. « Qu'est-ce qui t'agite comme ça, vieux ?» murmura Sean en glissant la main sur la nuque balafrée de Thunder. Le chien répondit par un gémissement sourd, comme venu du fond de ses entrailles. Un son que Sean n'avait jamais entendu, mais qui lui donna des frissons dans le dos. À l'intérieur, l'audience d'Ellie se déroulait avec cette précision administrative propre aux tribunaux. La fillette restait immobile entre son assistante sociale, Dana Gomez, et sa représentante légale. Elle semblait écrasée par les imposants bancs de chêne, sentinelles, muettes autour de sa silhouette frêle. Le tribunal a étudié 3 foyers potentiels pour Ellie Brooks, annonça la juge Blake, sa voix portant tout le poids d'un verdict pouvant redessiner la vie d'un enfant. La famille Hargrove à Redstone, les Willard à Copper Hill et les Mitchell à Greenside. Tous les dossiers sont complets, visites à domicile, évaluation psychologique, casier vierge. Les mains d'Ellie restaient fermement croisées sur ses genoux, ses jointures blanchies par la pression. Elle avait appris que l'espoir était un luxe trop cher, mieux valait ne rien attendre que d'être à nouveau rejetée. Pendant ce temps, dans le hall du tribunal, une femme nommée Grace Trenton tournait en rond devant le guichet d'accueil. Sa petite fille de 4 ans, Maggie, avait disparu. Elle n'était censée être là que pour finaliser les papiers de garde. Un instant, la fillette coloriait tranquillement dans son cahier Hello Kitty. L'instant d'après, la chaise était vide, les crayons éparpillés comme après un coup de vent. Elle n'a pas pu aller bien loin, tenta de rassurer un agent de sécurité pour la 3e fois. On a fouillé les zones publiques, les toilettes, la cafétéria, elle est sûrement cachée quelque part. Mais Grace, ancienne infirmière militaire, connaissait bien son instinct. Et tout en elle hurlait que quelque chose n'allait pas. Le père instable de Maggie, Vincent Trenton, avait multiplié les menaces depuis la perte de ses droits. Il avait déjà forcé l'entrée de la crèche de sa fille et des appels incessants avaient obligé Grace à obtenir une injonction restrictive. « Est-ce que quelqu'un a vu un homme correspondant à cette description ?» insistait Grace, la voix tremblante. Grand, mince, cheveux bruns, sûrement une casquette. Il a déjà violé des consignes par le passé. « Madame, nous avons un protocole pour ce genre de situation », la coupa l'agent, bien que son regard trahissait une inquiétude grandissante à mesure que les minutes s'écoulaient sans nouvelles de l'enfant. Au même moment, dans son véhicule de patrouille, Sean Callahan entendit la radio crépiter. Tous les agents alertent enlèvement au tribunal, fille de 4 ans, cheveux blonds, salopette rose, basket lumineuse, dernière fois vue dans le hall principal il y a environ 30 minutes. Thunder se figea instantanément à l'écoute de la transmission. Chaque fibre de son corps se tendit, ses poils se hérissèrent alors qu'il pivotait vers l'entrée du tribunal, comme si un signal invisible venait de s'allumer dans son cerveau. Son museau s'agita frénétiquement, déchiffrant un monde olfactif que Sean ne pouvait qu'imaginer. Poste 29, ici, unité 4-1. Officier Callahan avec K9 Thunder en route pour participer aux recherches. Mais Thunder n'attendait pas. Il tirait déjà sur la laisse, déterminé à franchir les marches du bâtiment. Non pas avec méthode comme en mission, mais avec une urgence presque animale, quelque chose d'instinctif, de viscéral. En montant les marches, son comportement devint erratique. Arrêts brutaux, museau fouillant l'air, puis brusques accélérations, comme s'il traquait une piste que seul lui pouvait percevoir. La laisse tendue au maximum, Sean avait du mal à suivre. « Doucement, garçon », tenta-t-il. Mais Thunder n'entendait plus. Ses yeux ambrés fixaient l'entrée du tribunal avec une intensité qui fit remonter en Sean les récits entendus sur le terrain. Ces histoires où des chiens militaires sentaient les engins piégés ou les ennemis embusqués bien avant que les hommes ne perçoivent de quoi que ce soit.
Dans la salle d'audience, l'audition d'Ellie continuait avec son cortège de questions froidement administratives sur sa santé, sa scolarité, son comportement. Elle répondait avec cette politesse apprise à force de rendez-vous sociaux et de jugements. Ni trop enthousiaste, ni trop distante. Oui, elle aimait l'école. Non, elle n'avait pas de problème de comportement. Oui, elle comprenait que ce jour déterminerait son avenir. Mais ce que personne ne remarqua, c'était la façon dont son attention dérivait vers le couloir. Elle entendait les bruits sourds de plus en plus rapprochés. Et après des mois à naviguer dans le monde instable des services sociaux, elle avait appris à sentir quand quelque chose n'allait pas. La juge Blake était en train d'analyser l'évaluation psychologique d'Ellie lorsque le hurlement rauque de Thunder résonna dans les couloirs. Un aboiement qui n'avait rien à voir avec ceux, méthodiques et contrôlés, des chiens de police habituels. C'était brut, viscéral. On y lisait une intensité émotionnelle presque humaine. « Qu'est-ce que c'était ?» murmura la juge, suspendant sa lecture alors que les aboiements se rapprochaient. Puis, les portes de la salle s'ouvrirent à la volée. Thunder surgit, son pelage hérissé, ses yeux brûlants de détermination, traînant un Sean cramoisi qui luttait pour le retenir. La stupeur envahit la salle. Les avocats reculèrent, les attachés sortirent leur téléphone. La juge Blake se leva abasourdie. « Je suis désolé, madame la juge !» cria Sean, haletant. « Thunder, au pied, couché !» Mais le chien n'écoutait plus. Son objectif était fixé. Il fonça droit vers le bureau surélevé de la juge. Ses griffes claquaient sur le marbre avec un rythme sinistre. L'espace d'un instant, le silence pesa lourd. Puis, c'est la panique. « Gardez votre calme !» tonna la juge en martelant son marteau sur la table, mais même le bois cassa sous le choc, incapable de contenir le moment. Thunder, lui, n'avait d'yeux que pour l'espace sous le banc massif. Son maître multipliait les ordres en vain. Le chien s'aplatit soudain, rampant en silence, son attitude passant de la frénésie à la douceur. Un gémissement léger s'échappa de sa gorge, presque une berceuse. « Il y a quelque chose là-dessous » souffla Sean, sa honte cédant la place à l'inquiétude. Il s'agenouilla à côté de Thunder, tentant de voir ce que le chien avait découvert. Thunder a trouvé quelque chose. La juge descendit de son estrade avec précaution, ses genoux protestant sous l'effort. Elle s'approcha, robe noire flottant autour d'elle, le visage tendu. « Que tout le monde reste calme », ordonna-t-elle, bien que sa voix trahissait une rare hésitation. « Officier Callahan, vous pouvez voir ce que votre chien a détecté ?» Thunder gémissait doucement. Puis soudain, un sanglot étouffé se fit entendre. Un petit bruit, presque noyé dans le silence tendu. Un souffle de peur, la lampe de poche de Sean balaya le dessous du bureau. Et là, recroquevillé contre le mur dans un recoin si étroit qu'un adulte n'y aurait jamais tenu, une silhouette d'enfant. Les boucles blondes et le rose pâle d'une salopette trahissaient son identité. « Seigneur !» murmura la juge, sa voix craquant pour la première fois depuis des années. « Il y a une enfant !» Le silence figea la salle. Plus un mouvement, hormis Thunder qui continuait de rassurer par de petits gémissements. Sean distingua de petits doigts serrés contre une joue pâle, un regard écarquillé, paralysé. « C'est bon, chérie, tu es en sécurité. Le chien est là pour t'aider. » Thunder semblait comprendre la délicatesse de la situation. Malgré sa carrure impressionnante, il ne bougea pas, se contentant de garder ses yeux pleins de douceur fixés sur la fillette. Sa queue battait faiblement, comme une promesse silencieuse. « Maggie !» La voix de Grace éclata dans la salle comme une détonation. Elle avait suivi les indications jusqu'à la salle d'audience. En voyant la salopette, elle comprit. « Chérie, c'est mamie. Tu peux sortir maintenant, tout va bien. » Mais la petite restait figée. Tout dans cette salle, les toges noires, les uniformes, les visages tendus, devait lui sembler effrayant. C'est alors qu'Ellie fit quelque chose que personne n'attendait. Sans un mot, sans demander d'autorisation, elle se leva, marcha d'un pas lent vers le bureau. Elle s'agenouilla près de Thunder et Sean. « Salut !» dit-elle doucement. « Moi c'est Ellie. Comment tu t'appelles ?» Une petite voix s'éleva, timide. « Maggie. »« C'est joli Maggie !» continua Ellie. « J'aime bien tes chaussures. »« Elle bien quand tu marches ?» Un petit hochement de tête. Ellie regarda Thunder qui restait impassible comme une statue de courage. Lui c'est un chien policier. Il est là pour protéger les enfants, surtout quand ils ont peur. Sean, impressionné par la maturité d'Ellie, souffla. « Il s'appelle Thunder. » Ellie répéta le nom, presque comme une caresse. Thunder, comme le tonnerre dans le ciel. Mais lui, c'est un gentil tonnerre, un tonnerre protecteur. La petite main de Maggie sortit timidement de l'ombre pour effleurer le museau balafré du chien. Il répondit par une pression douce, un geste si mesuré
qu'il tira des larmes à plusieurs adultes dans la salle. « Pourquoi tu te cachais ?» demanda Ellie, toujours accroupie près de Thunder, comme si cette conversation entre enfants était la chose la plus naturelle au monde. Maggie chuchota, sa voix à peine audible. « Le monsieur méchant me cherchait. Il a dit que je devais venir avec lui, mais mamie a dit de jamais partir avec lui toute seule. » Un frisson parcourut la salle. La juge Blake échangea un regard chargé de gravité avec Grace Trenton. Cette dernière pâlit d'un coup, comprenant que Vincent Trenton, malgré l'ordonnance d'éloignement, était peut-être dans le bâtiment. Thunder avait senti le danger avant tout le monde. Il n'avait pas flairé un explosif cette fois. Il avait flairé la peur d'un enfant. Et il y avait répondu avec l'instinct d'un soldat. « Tu as bien fait de te cacher, Maggie », murmura Ellie avec sincérité. « Et Thunder a bien fait de te trouver. Il savait que tu avais besoin d'aide. » Doucement, Maggie sortit de sa cachette d'agrippée au cou de Thunder pour se hisser hors de l'ombre. Lorsqu'elle se dressa enfin, toujours cramponnée à la fourrure épaisse du chien, un souffle traversa la salle, comme si tout le monde retenait son souffle depuis trop longtemps. La juge Blake s'essuya discrètement les yeux. Cette scène, cette petite fille effrayée, émergeant du noir, guidée par un chien balafré, n'était pas une simple interruption de procédure. C'était un rappel brutal et tendre à la fois que les institutions ne valent que par leur capacité à protéger les plus vulnérables. « Officier Callahan, dit la juge, la voix plus douce que d'ordinaire, votre chien vient probablement d'éviter une situation dramatique. » Mais le soulagement fut de courte durée. Les mots de Maggie résonnaient encore dans les esprits. Si Vincent Trenton avait réussi à entrer, s'il rôdait quelque part dans les couloirs du tribunal, alors tout cela n'était que le début. Dès que Maggie sortit de sa cachette, toujours agrippée à Thunder, le tribunal cessa d'être un simple lieu de justice. Il devint le centre d'une enquête urgente. Grace Trenton se précipita vers sa petite fille, la saisissant dans ses bras tremblants. « Oh mon Dieu, ma chérie, j'ai eu si peur, si peur !» Elle embrassait les boucles blondes, palpait doucement ses bras pour vérifier qu'elle allait bien. « Tu es en sécurité maintenant, mon trésor. » Mais Sean Callahan, lui, observait autre chose. Thunder, bien que sa mission semblait accomplie, n'avait pas relâché sa vigilance. Son corps restait tendu, ses yeux fixés vers les grandes portes de la salle d'audience. Il flairait toujours quelque chose, il percevait encore une menace, ses oreilles pivotaient, ses muscles restaient prêts à bondir. « Madame la juge, dit Sean, la voix urgente, il faut sécuriser immédiatement le tribunal. Si Vincent Trenton cherchait à récupérer sa fille, il pourrait encore être dans le bâtiment. » La juge Blake hocha gravement la tête. 3 décennies de tribunal familial lui avaient appris à ne jamais sous-estimer une situation à risque. Sergent Miles, contactez immédiatement la sécurité. Protocole de confinement total, personne n'entre, personne ne sort tant que Trenton n'est pas localisé. La radio du greffier s'activa en crépitant alors qu'il relayait l'ordre. Dans les minutes qui suivirent, les issues du bâtiment furent verrouillées, des agents armés commencèrent à inspecter méthodiquement chaque étage, chaque salle, chaque couloir susceptible d'abriter un homme en fuite. Ellie, quant à elle, ne bougea pas. Elle restait agenouillée près de Thunder, sa petite main posée sur son dos comme un ancrage. Elle observait les adultes courir, s'agiter, crier dans leur radio. Elle ne disait rien, mais comprenait tout. 18 mois en famille d'accueil lui avaient appris à lire les émotions derrière les gestes. Et tout dans le corps de Thunder criait encore « Danger !» Comment a-t-il pu passer la sécurité ? Demanda Grace, les bras toujours refermés autour de Maggie. Une injonction l'empêche d'être à moins de 300 mètres de ce bâtiment. Nous sommes en train de l'établir, madame, répondit Sean, bien qu'il n'en menait pas large. Le tribunal disposait d'un dispositif rigoureux, surtout dans l'aile familiale. Pour que Vincent Trenton ait réussi à s'y introduire, il avait soit profité d'une faille, soit fait preuve d'une détermination inquiétante. Dans la salle d'audience, les familles venues rencontrer Ellie observaient la scène avec des réactions variées. Les Hargrove, un couple d'enseignants de 40 ans, semblaient sous le choc. Mark entourait l'épaule de sa femme comme pour la rassurer, tous deux échangeant des regards nerveux. Les Willard, eux, observaient avec attention, surtout Sarah, la mère vétérinaire, qui analysait le comportement de Thunder avec une précision professionnelle. Les Mitchell, un couple plus âgé, visiblement venu sous la pression de leur fille adulte, affichaient un agacement palpable, comme si cet incident confirmait que l'adoption ne faisait décidément pas partie de leur monde. Pendant que la tension montait, Thunder se plaça instinctivement entre les enfants et l'entrée de la salle. Son corps se fit barrière, son regard radar. Sean vit la façon dont il humait l'air, comme s'il tentait d'isoler une odeur précise. Il suit encore une piste,
murmura-t-il à la juge Blake. Il ne baisse jamais sa garde tant que la menace n'est pas neutralisée. Et comme si ces mots avaient été une prophétie, les grandes portes du tribunal s'ouvrirent brutalement. Un claquement sonore contre le mur. Vincent Trenton était là. Il balaya la salle du regard jusqu'à croiser celui de sa fille. Son visage était tiré, ses joues creusées, les yeux écarquillés par des semaines d'insomnie. Il avait dépassé le point de non-retour. « Maggie » lança-t-il, la voix déraillée par l'émotion. « C'est papa, on rentre à la maison maintenant. » Thunder se redressa aussitôt, dressé de tout son long. Il se plaça entre Trenton et les enfants, lèvres légèrement retroussées, croc visible mais pas menaçant. Une ligne claire, une muraille de poils et de guerre. « Monsieur, stoppez immédiatement !» ordonna Sean, la main sur son arme. « Vous violez une injonction judiciaire. Vous mettez en danger une enfant. » Mais Trenton ne voyait rien. Rien d'autre que sa fille. Son regard n'avait plus de filtre. Il ne voyait ni l'agent, ni le chien, ni les visages effrayés. Il ne voyait que son obsession. « C'est ma fille !» hurla-t-il en s'avançant d'un pas. « Aucun tribunal n'a le droit de me l'enlever. » Grace recula, serrant Maggie contre elle. La petite éclata en sanglots. Pas de cris, juste ses pleurs brisés, ceux qui viennent de trop loin pour faire du bruit. Ellie, debout entre Thunder et l'homme, prit alors une initiative que beaucoup qualifieraient plus tard de folie ou de courage pur. « Vous lui faites peur, dit-elle d'une voix claire. Regardez-la, elle a peur. » Trenton s'arrêta net. Il la regarda, surpris de voir une enfant lui tenir tête. « Qui es-tu, toi? Tu n'as rien à voir avec tout ça. »« Je suis Ellie, » répondit-elle toujours aussi calme. « Et vous avez raison, ça ne me concerne pas. Mais elle, ça la concerne. Elle a peur, très peur. » Vincent Trenton vacilla. Ce n'était pas une arme qui le freinait, ni les uniformes, ni les menaces. C'était cette petite fille aux cheveux bruns, debout entre lui et sa fille, qui venait de lui tendre un miroir brutal. Il regarda Maggie, recroquevillée contre sa grand-mère, tremblante, incapable de soutenir son regard. Il vit la peur dans ses yeux. Cette peur qu'il avait prétendu combattre mais qu'il était désormais en train d'incarner. Et soudain il hésita, juste un instant, suffisant pour que Sean Callahan en profite. Dans un mouvement rapide et maîtrisé, il dégaina ses menottes, s'avança d'un pas, Thunder restant comme une ombre à ses côtés, et posa sa main sur l'épaule de Trenton. « C'est fini, monsieur. Vous allez devoir me suivre. » Trenton ne résista pas. Il se laissa faire, vidé de toute volonté. Comme si l'intervention d'Ellie, douce mais ferme, avait brisé quelque chose de plus profond que ses intentions. Il se tourna une dernière fois vers sa fille. « Je voulais juste la voir, » murmura-t-il. Maggie ne répondit pas. Elle enfouit son visage dans le cou de sa grand-mère, comme pour effacer l'instant. Le calme revint progressivement. Les portes se refermèrent. L'homme fut emmené. La juge Blake resta debout, les mains appuyées sur son bureau, les yeux fixés sur Ellie. Elle voyait autre chose à présent. Ce n'était plus une enfant fragile en quête d'un foyer. C'était une jeune fille qui avait su, en quelques mots, désamorcer une tragédie, qui avait su lire la peur, la vérité et offrir un refuge. Et au centre de cette scène, Thunder. Le chien restait immobile, toujours entre Ellie et la porte, comme s'il attendait confirmation que le danger était bien passé. La juge reprit enfin la parole. « Nous allons suspendre l'audience quelques instants. Madame Trenton, vous pouvez emmener votre petite fille prendre l'air. » Puis, elle se tourna vers Sian. « Et s'il vous plaît, que quelqu'un donne à ce chien une médaille. » Un rire nerveux s'éleva dans la salle, brisant la tension comme une brise après un orage. Ellie retourna s'asseoir, les jambes un peu flageolantes. Thunder la suivit et posa sa tête sur ses genoux. Il ne la quitta pas du regard, comme s'il savait que la menace n'était peut-être pas seulement extérieure, comme si la tempête la plus féroce était celle que l'on porte parfois en soi. Dans les couloirs, pendant que la sécurité faisait redescendre la pression, la salle d'attente se transforma en zone de recueillement. Les familles avaient vu ce qu'Ellie avait fait. Chacun interprétait la scène selon sa propre histoire, ses propres limites. Mais pour Sarah Willard, la vétérinaire, il n'y avait plus de doute. Cet enfant possédait une intelligence émotionnelle rare. Et Thunder, ce chien marqué par la guerre, semblait l'avoir reconnu dès la première minute. Sarah s'approcha de Sean, qui buvait un verre d'eau en silence. « Vous savez ce que vous avez là avec ce chien ?» demanda-t-elle doucement. Sean hocha la tête sans vraiment répondre. « Il a un sixième sens, ajouta-t-elle. J'ai vu des chiens militaires, j'ai travaillé avec certains d'entre eux. Mais lui, il ressent les choses. C'est plus que du dressage. » Dans la salle d'audience, l'audition reprit après une pause de 20 minutes. Ellie s'assit face aux familles. Cette fois, la tension n'était plus la même. Le regard que chacun portait sur elle avait changé.
Ce n'était plus une évaluation, c'était une découverte. Et quand on demanda à Ellie quel genre de famille elle rêvait d'avoir, elle répondit avec une clarté désarmante, une famille qui écoute, même quand c'est silencieux. La juge Blake referma le dossier les mains croisées. Très bien, je vais rendre ma décision dans un délai de 7 jours. Je remercie toutes les familles présentes pour leur patience et leur courage. Elle laissa son regard glisser vers Ellie et Thunder toujours côte à côte. L'audience est levée. À la sortie, Thunder s'immobilisa net. Il fixait le hall du tribunal, un espace immense, baigné de lumière, rempli de monde, de bruit, d'écho. Et au milieu de ce chaos, Thunder entendit un son différent, un petit hoquet, une respiration hachée. Il tira doucement sur la laisse. Sean, intrigué, le suivit. Ils contournèrent un pilier, passèrent devant un distributeur de journaux et découvrirent Ellie assise par terre. Elle pleurait, silencieusement. Des larmes épaisses roulaient sur ses joues, mais aucun son ne sortait. Thunder s'approcha, il posa doucement sa tête sur ses jambes. Elle le regarda à peine, puis s'accrocha à lui comme à une bouée. Sean resta en retrait. Il avait appris à ne pas interrompre les tempêtes qu'on ne comprend pas. Quand elle se calma enfin, elle murmura « Je ne veux pas retourner là-bas ». Sean s'agenouilla. « Retourner où ?» Elle haussa les épaules. « Peu importe. Là où ils me mettront. Ce sera juste un autre endroit, un autre lit. » Thunder poussa un léger grognement comme s'il protestait. Sean sourit. Lui, il n'est pas d'accord. Il pense que tu mérites mieux. Ellie caressa la tête du chien, son regard plus calme. Il est spécial, hein ? Sean hocha la tête. Il a vu des choses que peu d'êtres vivants pourraient supporter. Mais il est encore là, fort et protecteur. Moi aussi j'ai vu des choses, murmura Ellie. Pas la guerre, mais des choses moches, des choses que les adultes pensent qu'on oublie. Sean posa une main sur son épaule. Et tu es toujours là, debout, comme lui. À cet instant, quelque chose se tissa entre eux. Un lien fragile, tissé de blessures et de résilience. Pas une adoption, pas encore, mais la première pierre d'un possible. Thunder, lui, ferma les yeux. Il était à nouveau en sécurité, entouré d'un murmure de voix, d'un parfum de papier administratif et d'odeurs humaines. Et pourtant, au fond de lui, il savait que cette journée n'était qu'un prélude. Le lendemain matin, la pluie tombait en fine bruine sur les rues de Garland Falls. Sean Callahan marchait aux côtés de Thunder qui trottinait calmement, son harnais noir marqué K9 brillant sous les gouttes. Il revenait du commissariat après une nuit compliquée. Depuis l'épisode au tribunal, Sean n'avait pas réussi à fermer l'œil. Pas à cause de Vincent Trenton, ni même de la pression médiatique qui commençait à s'amonceler autour de l'affaire. Non, ce qui le hantait, c'était Ellie, sa solitude muette, son regard trop adulte pour son âge, et cette façon qu'elle avait de se fondre dans le décor une fois l'agitation retombée, comme si elle avait passé sa vie à devenir invisible. Thunder, lui, semblait plus calme, mais Sean avait appris à lire ses silences. Il flairait les émotions de son chien comme on lit les rides d'un visage familier. Ce matin-là, Thunder marchait plus lentement. Pas physiquement ralenti, non. Mentalement. Comme s'il réfléchissait. Comme s'il attendait quelque chose. Au coin de Pine Street, ils croisèrent une voiture garée devant le bureau du service de protection de l'enfance. À l'intérieur, Sean aperçut une silhouette familière, Ellie. Assise à l'arrière, elle fixait la vitre, le menton appuyé contre son poing. Son sac à dos était posé sur ses genoux. Elle ne pleurait pas, elle attendait. Thunder s'arrêta net. Il se planta là, sur le trottoir, les yeux fixés sur la voiture. Sean, surpris, tira légèrement sur la laisse. Rien à faire. Le chien ne bougea pas. Il était figé. Puis sans un bruit, Ellie tourna la tête. Leurs regards se croisèrent à travers la vitre embuée. Elle esquissa un sourire, minuscule, mais sincère. Thunder remua doucement la queue. Un agent du service social sortit du bâtiment discutant avec une femme que Sean reconnut, Dr Sarah Willard, la vétérinaire qui avait assisté à l'audience. Elle s'était portée candidate à l'adoption d'Ellie. Sean ne connaissait pas encore les détails, mais il savait reconnaître un cœur en mouvement. Sarah s'approcha de la voiture, ouvrit la portière arrière. Ellie descendit lentement, pas hésitante, juste prudente, comme si chaque pas vers ce nouveau foyer devait d'abord passer un test invisible. Thunder s'avança doucement. Il n'attendit pas l'ordre. Il vint simplement poser sa truffe contre la main d'Ellie. Elle la referma sur lui comme si elle attrapait une promesse. Sean observe la scène sans un mot, puis Sarah leva les yeux vers lui. « Vous devriez venir dîner un soir. Elle parle beaucoup de Thunder. Et de vous aussi. » Sean hésita. Il n'était pas le genre d'homme à s'inviter dans les vies fragiles.
mais quelque chose dans le regard d'Ellie le poussa à accepter. D'accord, un soir, ce soir-là, la maison des Willard baignait dans une lumière chaude. Des guirlandes suspendues au plafond, un chien noir aux yeux globuleux nommé Winston qui aboyait sans arrêt, et une odeur de lasagne flottant depuis la cuisine. Ellie riait, un vrai rire, pas nerveux, pas contraint. Un rire qui remontait de l'estomac, qui faisait plisser les yeux et redonnait un peu de couleur aux joues. Thunder s'était installé sur le tapis du salon, près du canapé. Il surveillait la pièce avec un œil calme, mais détendu. Winston, après quelques grognements de jalousie, s'était résigné à partager son territoire. Sean, assis à la table, observait cette scène avec une pointe d'étrangeté. Comme un visiteur dans un rêve trop doux pour être réel, Sarah servait le repas en racontant comment elle avait adopté Winston après une intervention chirurgicale désastreuse sur un paresseux dans un zoo de Chicago. Ellie, hilar, renversait presque son verre. Thunder, lui, penchait légèrement la tête à chaque rire, comme s'il réapprenait lui aussi les codes d'une vie normale. Mais alors que la soirée avançait, Sean sentit l'agitation monter chez son partenaire. Une nervosité qu'il n'avait pas perçue depuis leur retour d'Afghanistan. Thunder se releva, fit le tour du salon, puis retourna vers Ellie, se postant près d'elle sans raison apparente. Sean le regarda attentivement, puis il comprit. Thunder anticipait quelque chose. Une crise, un retour de flamme, une nuit difficile, et il avait raison. Vers minuit, après que Sean soit rentré chez lui, Sarah fut réveillée par des sanglots étouffés. Elle descendit précipitamment l'escalier, ouvrit la porte de la chambre d'Ellie. La fillette était recroquevillée dans son lit, les draps tirés jusqu'au menton, les yeux écarquillés par une peur invisible. Thunder était déjà là, couché à ses pieds. Il avait grimpé les marches seul, ouvert la porte restée entr'ouverte et s'était allongé à côté d'elle comme une couverture vivante. Sarah resta un instant figée, le cœur battant. Puis elle entra, s'agenouilla. Cauchemar? Ellie hocha la tête sans parler. Sarah s'assit au bord du lit. Thunder poussa un léger gémissement comme pour signaler qu'il gérait la situation. Ellie posa la main sur sa nuque. « Il m'a réveillée avant que ça devienne trop effrayant », murmura-t-elle. Sarah la regarda, émue. « Alors je crois qu'il a trouvé sa mission. » Les jours passèrent. Thunder passait de plus en plus de temps avec Ellie. Officiellement, il était toujours en service. Mais officieusement, son cœur avait déjà changé de camp. Sean le voyait. Il voyait comment le chien s'adaptait à la maison, comment il se relâchait, comment ses oreilles s'abaissaient différemment lorsqu'Ellie le caressait. Le capitaine Meyers au commissariat s'en rendit compte lui aussi. « Il est temps de lui offrir une retraite digne », déclara-t-il un matin. « Il l'a plus que mérité. Et je connais peu d'endroits plus sûrs que celui où il dort en ce moment. » Sean hocha la tête. Il savait que ce jour viendrait, mais il ne s'attendait pas à ce que ce soit si douloureux. Le vendredi suivant, lors d'une petite cérémonie improvisée dans la cour du poste de police, Thunder reçut officiellement sa médaille de service. La juge Blake était présente, Sarah aussi. Et bien sûr, Ellie, habillée d'une robe bleue et blanche, les yeux pleins de fierté. Le discours de Sean fut simple. Ce chien a sauvé des vies, littéralement. Mais il a surtout sauvé des cœurs. Il a été mon partenaire, mon frère d'armes, et aujourd'hui, il devient le protecteur d'un nouveau foyer. Thunder, assis à ses côtés, sembla comprendre chaque mot. Il tourna la tête vers Ellie qui s'approcha et lui passa un collier en tissu rouge qu'elle avait cousu elle-même. Une nouvelle identité, un nouveau rôle. Et pourtant, cette retraite, aussi méritée soit-elle, n'était pas la fin de l'histoire. Car quelques semaines plus tard, alors que Thunder courait dans le jardin avec Winston et Ellie, quelque chose se produisit. Un cri bref, un choc sourd. Thunder s'était effondré. Le silence qui suivit fut irréel. Le genre de silence qui précède les tempêtes les plus terribles. Ellie resta figée un instant, incapable de comprendre ce qu'elle venait de voir. Thunder, ce roc, ce gardien invincible gisait au sol, les pattes repliées sous lui, le souffle court. Elle courut vers lui, les jambes tremblantes, et s'agenouilla à ses côtés. « Thunder » murmura-t-elle, aucune réponse, juste ce halètement irrégulier, rauque, presque douloureux. Winston, d'ordinaire si bruyant, se recula prudemment sentant que quelque chose d'anormal se jouait ici. Sarah accourut en entendant le cri. Son visage se décomposa à la vue de la scène. Elle posa 2 doigts sur le flanc de Thunder, ressentant son rythme cardiaque saccadé. « Appelle Sean », dit-elle à Ellie sans détour, immédiatement. À l'hôpital vétérinaire, le temps devint une matière molle et collante. Les minutes s'étiraient comme des heures.
Thunder avait été pris en charge en urgence, placé sous perfusion et oxygène, ses constantes surveillées par 3 techniciens et un vétérinaire militaire dépêché par le département de police. Sean arriva à vive allure, ses vêtements encore couverts de poussière après une intervention en cours. Lorsqu'il vit Thunder allongé, un tube respiratoire dans la gorge, son cœur se serra d'un coup sec. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il en entrant dans la salle d'attente. Sarah était assise à côté d'Ellie, la main serrée sur la sienne. Son cœur, et probablement des complications internes liées à ses blessures anciennes. Je pense que la course dans le jardin a réveillé des cicatrices trop profondément enfouies. Le vétérinaire confirma. Thunder a subi de lourds traumatismes durant son service, des éclats d'obus jamais retirés, des lésions musculaires qui ont été compensées pendant des années. Son corps a tenu jusqu'à aujourd'hui. Sean baissa les yeux. Il se sentit coupable de ne pas avoir anticipé, coupable de lui avoir laissé croire que tout était terminé, que les monstres du passé étaient définitivement vaincus. Ellie ne dit rien, mais ses yeux parlaient pour elle. Elle avait déjà trop vu pour son âge, trop de départs, trop de silence. Et elle ne supporterait pas de perdre Thunder maintenant, pas lui, pas après tout ce qu'ils avaient construit ensemble. La salle d'opération fut plongée dans une semi-obscurité tandis que l'équipe vétérinaire s'affairait. Ils retirèrent un fragment d'acier logé près du diaphragme. Un autre fragment, plus ancien, près du foie, était instable, risqué. L'intervention prit près de 4 heures. À la sortie, le vétérinaire secoua la tête. Il est en vie, mais c'est une question de jours. Il faut être prêt. Sean le remercia, puis rejoignit Ellie, toujours silencieuse, assise contre le mur, Thunder dans ses bras. Il lui raconta alors, pour la première fois, tout ce que Thunder avait traversé, le camp de Kandahar, l'explosion, les cris, les nuits de terreur, la solitude, la façon dont Thunder avait tenu, année après année, sans jamais se plaindre, en remplissant sa mission encore et encore. Il lui parla aussi de la première fois qu'il avait vu Thunder pleurer, seul dans sa cage, lorsqu'un autre chien ne revenait pas depuis mission. Ellie écouta tout. Elle ne pleura pas. Elle serra simplement Thunder contre elle et lorsqu'il ouvrit un œil, juste un, elle s'approcha de son oreille et chuchota « Je suis là. Tu ne pars pas seul. » Cette nuit-là, ils restèrent tous les 3 dans la pièce. Sean s'assit sur une chaise, les bras croisés, les yeux rivés sur le moniteur cardiaque. Ellie s'endormit contre le flanc du chien, sa respiration calée sur la sienne. Et Thunder dormait paisiblement, comme s'il savait qu'il avait encore un rôle à jouer. Le lendemain matin, contre toute attente, il se releva, lentement, douloureusement, mais il se releva. Les vétérinaires incrédules parlèrent de réponse exceptionnelle, de détermination hors du commun. Mais Seyan savait. Il savait que Thunder se battait pour quelqu'un, pas pour lui, pour elle, pour cet enfant qui lui avait offert plus qu'un foyer, une nouvelle raison d'exister. Dans les jours qui suivirent, le rétablissement de Thunder devint un miracle local. La presse s'y intéressa. On parlait du chien qui refusait de mourir. Mais Sean, Sarah et Ellie savaient que l'histoire était bien plus profonde que ça. Thunder n'était pas juste un survivant. Il était un passeur. Il avait connecté des êtres que tout séparait. Un policier solitaire, une vétérinaire marquée par l'échec, une enfant brisée, et maintenant, un foyer. Une vraie famille. Et au centre, lui. Toujours lui. La juge Blake, touchée par l'histoire, reprit contact. Elle invita Ellie à venir la voir, seule, dans son bureau du tribunal. Là, sans robe ni marteau, elle lui parla doucement, de son avenir, de ses choix, et elle lui tendit un papier. Il y a là une demande de placement définitif. Si tu veux que Sarah t'adopte officiellement, il suffit que tu signes. Personne ne te forcera. Mais, parfois, les secondes chances ont besoin d'un coup de pouce. Ellie regarda le papier. Elle regarda la juge. Et elle demanda « Est-ce que Thunder peut être inscrit aussi ?» La juge sourit. « Il n'y a pas de case pour les chiens, mais je peux en créer une. » Le matin de la signature, un vent léger soufflait sur Garland Falls. Le genre de matin où tout semble suspendu entre calme et promesse. Ellie tenait le stylo entre ses doigts, tremblant. Pas parce qu'elle hésitait, mais parce que cette signature représentait tout ce qu'elle avait cru ne jamais obtenir. Un foyer, une voix, un nom. Sarah était à côté d'elle, les yeux humides, mais le sourire stable. Et Thunder, fidèle à lui-même, était assis entre elles deux, comme un lien vivant. La juge Blake leur avait réservé une petite salle intime, loin des couloirs impersonnels du tribunal. Un bureau en bois clair, quelques fauteuils confortables, des plantes vertes bien entretenues, rien d'oppressant.
Au mur, un tableau avec une citation en lettres cursives. « La famille, ce n'est pas toujours le sang ». Ellie leva les yeux, lut la phrase, puis signa. À cet instant précis, Thunder se redressa et poussa un léger gémissement. Pas de douleur, plutôt une sorte de soupir de soulagement, comme s'il comprenait que la boucle était bouclée, comme s'il acceptait enfin de poser les armes. En sortant du tribunal, Ellie leva la tête vers le ciel. « C'est fini, Thunder, dit-elle, on est chez nous maintenant. » Mais elle se trompait, ce n'était pas la fin, ce n'était même pas un épilogue, c'était le début de quelque chose de nouveau, de plus vaste, car ce que Thunder et elle avaient traversé avait laissé des traces. Et certaines personnes n'avaient pas oublié ce qui s'était passé dans cette salle d'audience, notamment une famille discrète, en retrait ce jour-là, dont la fille, Amelia Hartley, avait observé Ellie sans oser s'approcher. Amelia était une adolescente brillante mais mutique, autiste non-verbale depuis l'enfance. Son père, Graham Hartley, était un ancien militaire reconverti dans la sécurité privée. Il avait vu Thunder agir ce jour-là. Il avait vu le lien entre le chien et la fillette. Et depuis, Amelia ne parlait toujours pas. Mais elle dessinait Thunder encore et encore, des centaines de fois, sous tous les angles, avec Ellie, sans Ellie, parfois même avec elle-même. Intrigué, Graham prit contact avec Sian, lui demandant s'il était possible qu'Amelia passe un peu de temps avec Thunder, pas pour parler, juste pour être là, voir, sentir, s'approcher peut-être. Sean consulta Ellie qui accepta immédiatement. Si Thunder peut aider quelqu'un d'autre, alors il voudra le faire. Le rendez-vous eut lieu au parc de Willow Bend, un endroit calme, vaste, avec des bancs en bois et des sentiers bordés de chênes. Amelia arriva avec ses feuilles à dessin. Dès qu'elle aperçut Thunder, elle s'arrêta. Le chien, lui, ne fit aucun geste brusque. Il la regarda, puis s'allongea simplement, posant sa tête sur ses pattes. Une posture d'invitation, pas de menace, pas d'excitation, juste « je suis là, à ton rythme ». Amelia s'assit à 3 mètres de lui. Dessina, encore, en silence. Pendant 1 heure, puis de soudain, elle se leva, fit un pas, un autre, et s'agenouilla près de lui. Thunder la laissa faire, elle leva sa main, hésita, puis toucha doucement sa fourrure. Ce fut bref, mais suffisant. Amelia sourit, un sourire rare, précieux. Graham, qui observait la scène à distance, sentit ses yeux se remplir de larmes. Dans les semaines qui suivirent, Amelia demanda à voir Thunder à nouveau. Et encore, chaque fois, elle restait plus longtemps. Chaque fois, elle s'ouvrait un peu plus. Un jour, elle tendit une feuille à Sarah. Dessus, un dessin d'Ellie, Thunder et elle-même. Ensemble, assises dans l'herbe. Une proposition silencieuse. Sarah sourit et proposa d'organiser une après-midi avec les 2 jeunes filles. Ellie accepta sans hésiter. « Je sais ce que ça fait de ne pas réussir à parler », dit-elle simplement. L'après-midi en question fut magique. Ellie et Amelia ne parlèrent presque pas. Mais elles échangèrent des regards, des rires, des dessins. Thunder passait de l'une à l'autre, comme un médiateur invisible. À un moment, Amelia tendit un dessin à Ellie. Un simple mot y était inscrit. « Merci », écrit à la main, pour la première fois depuis 10 ans. Ce miracle n'échappa pas à la presse locale qui rédigea un article intitulé « Le chien qui soigne les cœurs silencieux ». L'article fit le tour des réseaux sociaux. Des demandes commencèrent à affluer. Des parents d'enfants traumatisés, des anciens soldats atteints de stress post-traumatique, des éducateurs, tous voulaient comprendre comment Thunder faisait. Ce n'était pas du dressage classique, ce n'était pas une thérapie formelle, c'était autre chose, un instinct, une connexion. Sean, Sarah et Ellie commencèrent à envisager une idée folle. Créer un centre d'accueil, un lieu où Thunder pourrait continuer à rencontrer des personnes en souffrance, dans un cadre sécurisé. Pas un refuge, pas une clinique, quelque chose entre les deux, un havre. Ellie proposa un nom, The Quiet Spot, l'endroit tranquille. La juge Blake proposa un local inoccupé derrière le tribunal. Des bénévoles se présentèrent spontanément, des dons arrivèrent. Et au cœur de tout cela, Thunder, le vieux soldat, le chien fatigué, souriait, à sa manière. Mais pendant que ce petit miracle prenait forme, une menace inattendue surgissait à l'horizon. Vincent Trenton, le père de Maggie, n'avait pas renoncé. Depuis sa libération conditionnelle, il s'était replié dans l'ombre. Et ce qu'il avait vu dans le regard d'Ellie ce jour-là, il ne l'avait pas oublié. Pour lui, cette gamine lui avait arraché sa fille. Et il était bien décidé à se venger. Vincent Trenton vivait désormais en périphérie de Mason Creek, sous une fausse identité et un nouveau permis de conduire. Le monde l'avait oublié, mais lui n'avait rien oublié. Chaque nuit, il repassait la scène dans sa tête.
Le tribunal, les policiers, le chien noir fondant sur lui comme une tempête. Et cette gamine, ce regard d'acier dans un visage d'enfant. Elle avait tout détruit. Sa vengeance n'était pas une impulsion, c'était un plan, lent, précis, calculé. Il savait que Thunder n'était plus actif dans la police. Il savait aussi que la fillette vivait désormais avec cette vétérinaire. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'une faille apparaisse. Un matin de novembre, alors que les feuilles rousses tapissaient les rues de Garland Falls, Sarah reçut un appel de l'école d'Ellie. La directrice, Madame Jenkins, lui expliqua qu'un homme s'était présenté à la sortie des classes, prétendant être l'oncle d'Ellie. Il avait une lettre, disait-il, signée de la juge Blake. Mais lorsqu'on lui demanda de patienter, il disparut sans un mot. Sarah sentit le froid lui grimper dans la nuque. Elle appela Sean immédiatement. « Il est de retour, je le sens. » Sean contacta la juge. Aucune lettre, aucune démarche. Ce type testait les barrières. Il observait. Il attendait le moment opportun. Ils décidèrent alors d'agir discrètement. Une surveillance légère fut mise en place autour de l'école et du domicile de Sarah. Ellie, elle, ne fut mise au courant que partiellement. « Il faut que tu sois vigilant. Si tu vois quelqu'un que tu ne connais pas et tu rentres, tout de suite. » Elle hocha la tête, mais son regard trahissait une lucidité troublante. Elle savait, même sans qu'on lui dise. Thunder, de son côté, n'était plus tout à fait le même. Il avait retrouvé un certain calme, une routine paisible entre promenades, visites au centre de Quiet Spot et moments avec Ellie. Mais ces derniers jours, il grognait plus souvent. À des endroits vides, devant certaines fenêtres, il flairait l'air avec insistance, la truffe levée, comme s'il traquait un fantôme. Sean reconnut ce comportement. Il avait vu ça en mission, quand Thunder pressentait une embuscade. L'instinct du soldat, toujours là, même en paix. Un soir, alors que Sarah terminait de ranger la salle du centre, elle remarqua que la porte arrière n'était pas correctement fermée. Rien de grave à première vue, jusqu'à ce qu'elle remarque une trace de pas dans la poussière, une seule, humide, récente. Sean fut appelé. Les caméras de surveillance révélèrent une silhouette floue, encapuchonnée, contournant le bâtiment. Aucun visage identifiable, mais une posture, un pas traînant, un détail qui fit grimacer Sean. C'est lui. La police accrut la surveillance, mais Vincent était malin. Il ne cherchait pas la confrontation, pas encore. Il voulait créer la peur, l'instiller, l'enraciner, et cela commençait à fonctionner. Ellie ne dormait plus aussi paisiblement. Thunder ne la quittait plus d'une semelle. Winston aboyait sans raison, même au milieu de la nuit. Un climat étrange s'installait, pesant, silencieux. Un soir, alors qu'Ellie dessinait seule dans le salon, elle s'arrêta net. Elle fixa la fenêtre. « Il est là » murmura-t-elle. Thunder bondit. Sean ouvrit la porte, arme à la main, mais dehors, rien, juste la nuit et une ombre fuyante au coin de la rue. Ils décidèrent alors de déplacer Ellie pour quelques jours, chez la juge Blake, un endroit surveillé, discret, connu de très peu de gens. Thunder partit avec elle, bien entendu. Sarah resta seule à la maison, refusant de céder à la peur, mais dans le fond, elle savait. Quelque chose allait arriver, et cela ne tarda pas. 2 nuits plus tard, une silhouette força la serrure de la porte arrière. Il avançait à pas lents, une lampe torche à la main. Il croyait la maison vide. Il avait tort. Sean, prévenu par une alarme silencieuse, arriva à temps avec 2 officiers. L'homme fut interpellé avant même d'avoir atteint l'escalier. Ce n'était pas Vincent, juste un cambrioleur opportuniste. Mais l'incident confirma une chose. Le danger rendait tout vulnérable. Le lendemain, la juge convoqua une réunion exceptionnelle dans son bureau. Étaient présents Sean, Sarah, le chef de la police et 2 agents du FBI spécialisés dans la traque des fugitifs. La question était claire, fallait-il évacuer Ellie dans un autre état? La protéger coûte que coûte? La cacher? Ellie, assise au bout de la pièce, prit la parole. « Si je pars, il gagne. Je ne veux plus fuir. Je veux vivre. Et Thunder est avec moi. Il me protège. » Un silence s'installa. Puis Sian parla. « Alors on le laisse venir. Mais cette fois, on sera prêt. » Un plan fut établi, subtil, risqué, mais maîtrisé. Ellie serait réintégrée à l'école comme si de rien n'était. Une présence policière discrète serait assurée dans le quartier. Et un dispositif de surveillance spéciale serait installé autour du centre The Quiet Spot. Thunder, lui, suivait tout ça sans bruit. Mais à la manière dont il se tenait près d'Ellie, on comprenait qu'il savait que le combat n'était pas fini. Et qu'il était prêt. La tension montait, jour après jour, les visages restaient souriants, les habitudes conservées, mais tout le monde savait que la ville vivait suspendue à un fil invisible. Sean dormait peu. Il passait ses nuits entre écrans de surveillance et patrouilles silencieuses.
Sarah, elle, masquait ses angoisses derrière une activité fébrile. Ranger, trier, nettoyer, des gestes mécaniques pour contenir la peur. Ellie, quant à elle, s'accrochait à Thunder, il était son ancre. Et bien qu'il vieillisse, chaque mouvement, chaque regard de ce chien montrait qu'il n'avait rien perdu de son instinct. Il ressentait l'approche de quelque chose, de quelqu'un. Le vendredi suivant, alors que le ciel devenait menaçant au-dessus de Garland Falls, Ellie se rendit comme prévu au centre The Quiet Spot. Une journée normale en apparence. Dessin, jeux calmes, enfants accompagnés de leurs parents, rien ne trahissait l'imminence de l'orage. Thunder restait à ses côtés, couché mais alerte. Vers 16 heures, un homme franchit le seuil du centre. Grand, le visage dissimulé sous une casquette, une veste beige banale. Personne ne le remarqua d'abord. Il salua poliment, s'approcha d'un tableau d'affichage, mais Thunder se redressa lentement. Un grondement sourd monta de sa gorge. Ellie, alertée par ce simple son, comprit. Le temps ralentit, le regard du chien était fixe, tendu. Il ne tremblait pas. Il ciblait. Sean, à l'arrière du bâtiment, reçut immédiatement l'alerte via la caméra thermique. Il saisit sa radio. Il était là. Ne bougez pas. J'arrive. Mais avant qu'il ne traverse le couloir, tout bascula. L'homme sortit un spray dissimulé dans sa manche et le pulvérisa vers Thunder qui ferma les yeux, grogna mais ne bougea pas d'un pouce. Ellie se leva en hurlant. L'intrus la saisit brutalement par le bras et tenta de l'entraîner vers la sortie. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Thunder, même aveuglé, attaquerait. Avec une puissance retrouvée, comme surgie de son passé de soldat, il bondit, percutant l'agresseur au niveau du torse. Le coup fut si violent que l'homme tomba en arrière, entraînant Ellie dans sa chute. La pièce sombra dans le chaos, des cris, des enfants en fuite, Sarah hurlant à l'aide et Thunder les crocs plantés dans le bras de l'homme, empêchant tout mouvement. Le temps que Sean arrive, l'agresseur était au sol, maîtrisé, mais pas inconscient. Et dans ses yeux brûlait une rage froide. Il murmura d'une voix sifflante, les dents serrées. « Ce n'est pas fini, vous ne savez rien. » Sean le reconnut. Ce n'était pas Vincent Trenton. C'était son frère cadet, Travis. Moins connu, plus discret, mais encore plus instable. En fouillant son sac, les agents trouvèrent des croquis de la maison de Sarah, un plan de l'école, une carte avec des itinéraires de fuite, et une lettre, non signée, mais écrite de la main de Vincent. « Termine ce que j'ai commencé. » L'arrestation de Travis fit la une des journaux. La communauté fut secouée, mais surtout soulagée. On parlait d'un complot familial, d'une obsession maladive. Le centre de Quiet Spot fut temporairement fermé pour mise en sécurité. Mais Thunder, encore une fois, avait sauvé la situation. Il avait agi sans voir, sans hésiter, par pur instinct. Ellie ne le quitta pas d'une minute. Elle le veilla, le soigna, le couvrit de couvertures, de caresses, de silences doux. « Tu m'as encore sauvé », murmura-t-elle à son oreille. « Et moi, je ne te laisserai plus jamais seul. » Quelques jours plus tard, Vincent Trenton fut retrouvé, dans un motel désaffecté du Dakota du Sud. Il avait tenté de fuir, mais une alerte de son frère, interceptée par les fédéraux, avait permis de le localiser. À son arrestation, il ne lutta pas. Il riait, un rire amer, plein de rancœur. Ce foutu chien, il ne devait pas survivre. L'affaire fut classée. Vincent fut condamné à 20 ans de prison fédérale. Travis, lui, écopa de 10 ans ferme. Et Garland Falls put enfin respirer. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire, car Thunder, malgré sa bravoure, commençait à décliner, lentement, irréversiblement. Ses pattes tremblaient davantage. Il mangeait moins, ses yeux, bien que toujours brillants, semblaient fatigués. Les vétérinaires furent clairs, son corps avait donné tout ce qu'il pouvait. Il restait du temps, oui, mais pas beaucoup. Sarah, Ellie et Sean décidèrent alors de lui offrir un adieu digne de ce nom. Pas une fin, un hommage. Ils organisèrent une journée spéciale, une cérémonie en plein air dans le parc de Willow Bend, là où tout avait commencé. Tous ceux qui l'avaient aidé vinrent, Amelia avec un carnet rempli de dessins, des anciens soldats, des enfants, des parents, même la juge Blake, en robe simple, sans solennité. Thunder fut installé sur un coussin au centre, sous un arbre. Il ne bougea presque pas, mais son regard embrassa la foule. Il savait, il comprenait. Et au moment où Ellie s'agenouilla près de lui, elle glissa à son oreille. « Tu m'as tout donné, maintenant repose-toi. C'est à mon tour de veiller. » La cérémonie de Willow Bend n'était pas un adieu tragique. C'était une célébration, douce et solennelle, où chacun venait témoigner de l'empreinte que Thunder avait laissée dans sa vie. Ce n'était pas un héros statufié qu'on honorait ce jour-là. C'était un compagnon, un sauveur silencieux, un cœur battant dans la peau d'un chien. Les discours étaient sobres.
mais sincère. Amelia prit la parole pour la toute première fois publiquement. Elle lut un texte tremblante mais fière, les yeux fixés sur Thunder. « Quand j'étais enfermée, tu m'as ouvert la porte. Quand j'avais peur, tu es resté. Tu ne m'as jamais demandé de parler, mais grâce à toi, j'ai trouvé les mots. » Les larmes coulaient sur les joues de Sarah, de Sean, et même de la juge Blake. Mais Ellie, elle ne pleurait pas. Elle souriait doucement, la main posée sur la fourrure noire et grisonnante de Thunder. Il respirait calmement, lentement, comme s'il s'imprégnait une dernière fois de toutes ces voix, de tous ces battements de cœur venus pour lui. Et à la fin, quand le soleil commença à décliner derrière les arbres, il se leva, faiblement, sur ses 4 pattes. Il fit quelques pas lentement, jusqu'à Ellie. Puis, dans un effort majestueux, il s'assit à ses pieds, la tête haute, comme un dernier salut. Une dernière garde. Après cet après-midi-là, Thunder ne quitta plus vraiment la maison. Ses promenades devinrent des instants furtifs. Il passait la plupart de ses journées couché sur le vieux tapis du salon, entouré de ses proches. Winston, le chiot adopté par Ellie 1 an plus tôt, veillait sur lui avec un sérieux attendrissant. Ellie lisait souvent à haute voix, installée à côté de lui, des histoires d'héroïsme, de loyauté, d'amitié. Parfois, elle lui racontait ses rêves, ses futurs voyages, les enfants qu'elle aimerait aider. « Je ferai comme toi, Thunder, j'écouterai, je protégerai. » Il battait doucement de la queue comme s'il comprenait chaque mot. Les semaines passèrent, l'hiver approchait. Les premiers givres recouvraient les vitres du salon. Un matin, Sarah entra dans la pièce et trouva Ellie endormie, blottie contre Thunder. Le vieux chien dormait paisiblement. Sa respiration était lente, puis s'arrêta, sans bruit, sans tension, comme une chandelle qui s'éteint doucement quand elle a brûlé tout son feu. Sarah s'agenouilla, caressa la tête de l'animal. Puis en silence, elle réveilla Ellie. La jeune fille posa ses mains sur lui. Elle ne cria pas, ne sanglota pas. Elle resta là, longtemps, la tête posée contre son cou, dans un dernier au revoir silencieux. « Tu es libre maintenant, murmura-t-elle. Je t'aime, Thunder. » L'annonce du décès fut relayée dans toute la ville, et bien au-delà. Les journaux, les réseaux sociaux, les chaînes locales racontèrent l'histoire du chien soldat devenu protecteur, sauveur d'enfants, ange gardien. Un monument fut dressé dans le parc de Willow Bend, une simple sculpture en bronze représentant Thunder assis, le regard tourné vers l'horizon. Sur la plaque, une inscription sobre, « Thunder », il écoutait le silence et répondait par l'amour. Mais pour Ellie, l'histoire ne s'arrêtait pas là. Quelques semaines après la mort de Thunder, elle reçut une lettre. Un document officiel, accompagné d'un message manuscrit de la part de la juge Blake. Elle venait de ratifier un projet de loi inspiré par le travail du centre The Quiet Spot, baptisé Thunder Act. Une initiative qui visait à reconnaître et financer les programmes de soutien thérapeutique impliquant des chiens ayant servi dans les forces de l'ordre ou l'armée. Ton chien a changé des vies, il en changera encore. Ellie, bouleversée, décida de reprendre l'activité du centre. Non plus comme une survivante, mais comme une leader. Winston, désormais adulte, prenait doucement la relève. Il n'était pas Thunder, mais il portait en lui une part de son héritage. Et puis, un jour, un jeune chien à la fourrure bringée arriva au centre. Abandonné, traumatisé, mutique, Ellie le regarda, s'agenouilla, tendit la main. Il recula d'abord, puis s'approcha lentement et posa sa tête contre elle. Exactement comme Thunder l'avait fait le tout premier jour. Sean, observant la scène de loin, se tourna vers Sarah. « C'est reparti, dit-il. » Elle sourit, les larmes aux yeux. « Oui, et cette fois, c'est elle qui ouvre la voie. » L'hiver s'installa lentement sur Garland Falls, enveloppant la ville d'un manteau de silence et de lumière blanche. Le centre The Quiet Spot devint un refuge encore plus précieux. Les enfants y affluaient, souvent accompagnés de leurs parents ou référés par les hôpitaux voisins. Ellie, bien qu'encore jeune, avait gagné le respect de tous. On ne la voyait plus comme une simple rescapée, mais comme une voix forte, stable, capable de guider d'autres âmes blessées. Elle parlait peu de son histoire, mais chaque geste, chaque regard exprimait tout ce qu'elle avait traversé. Et Winston, toujours à ses côtés, devenait peu à peu le pilier de cette nouvelle génération. Un jour, un homme d'une 40aine d'années entra au centre. Il s'appelait Dr Thomas Reeves, psychiatre militaire de retour d'Irak. Silencieux, discret, mais profondément marqué. Il demanda à s'inscrire comme bénévole. « Je ne sais pas si je suis prêt à parler », dit-il à Ellie. Elle répondit simplement « Thunder ne m'a jamais demandé de parler. Il m'a juste attendu.
Winston fera pareil. C'est ainsi que, semaine après semaine, le docteur Reeves commença à partager des moments simples avec les chiens, des silences partagés, des promenades sans but. Un jour, il proposa de monter un programme structuré, mêlant soins psychologiques et interactions canines pour vétérans. Il voulait l'appeler l'unité Thunder. Le projet prit forme rapidement. Grâce aux dons reçus après l'histoire de Thunder, le centre put financer une extension. Une aile entière fut dédiée aux anciens combattants. Le premier mur qu'on construisit fut orné d'un immense portrait de Thunder, réalisé par Amelia, désormais adolescente. On y voyait le chien de profil, entouré d'enfants, de soldats, d'ombre et de lumière. Un symbole, une promesse. Ellie était présente à chaque étape. Elle assistait aux premières séances, guidait les chiens, rassurait les patients. Son lien avec les animaux semblait presque surnaturel. Un vétéran, après plusieurs semaines de mutisme, murmura un jour à Sean « Ce qu'elle fait, ça vaut tous les traitements. Elle écoute sans juger. Et ces chiens, ils sentent ce qu'on ne dit pas. » Sean hocha la tête, ému. Il repensait à Thunder, à cette bête puissante, tombée du ciel dans la vie d'une enfant, et qui avait, sans un mot, changé leur destin à tous. Un soir de printemps, alors que le centre fêtait sa 2e année depuis la réouverture, une cérémonie fut organisée. Les médias étaient là, mais restaient à distance. Ce n'était pas un spectacle. C'était une réunion de ceux que Thunder avait transformés. Anciens enfants traumatisés, vétérans guéris, familles recomposées, tous réunis sous une même bannière, celle du courage silencieux. Ellie prit la parole pour la première fois devant une foule. Sa voix était douce mais assurée. Ce centre n'a jamais été un endroit pour guérir vite. C'est un endroit pour respirer, pour tenir. Thunder ne m'a jamais demandé d'être forte. Il m'a juste attendu. Alors aujourd'hui, nous attendons les autres, autant qu'il le faudra. Une ovation monta. Pas bruyante, mais sincère. Le docteur Reeves, debout dans un coin, pleurait en silence. Amelia, elle, avait apporté un nouveau dessin. Une fresque représentant tous les chiens passés par le centre. Winston y figurait en bonne place. Mais au centre, trônait Thunder, toujours là, toujours en garde. À l'extérieur du centre, sous un arbre nouvellement planté, une plaque fut installée. Elle portait simplement ces mots « Pour ceux qui veillent sans bruit, pour ceux qui aiment sans condition, Thunder ». Et pendant ce temps-là, dans une autre ville, un jeune garçon nommé Léo, récemment placé en famille d'accueil, regardait un reportage sur le centre. Il vit le visage d'Ellie, entendit son histoire. Puis, il vit Winston. Quelque chose dans son regard changea. Il se tourna vers l'assistante sociale à côté de lui. « Est-ce qu'on peut y aller ? Je veux voir ce chien. » Ce fut ainsi que l'histoire recommença. Encore et encore, pas identique, mais fidèle, car Thunder, bien qu'absent, vivait dans chaque battement de cœur de ce lieu, dans chaque élan de confiance retrouvé, dans chaque silence partagé entre un enfant brisé et un chien en quête de sens. Garland Falls avait changé. Pas seulement à cause du centre ou de ses projets devenus nationaux, mais parce que son cœur battait autrement. Dans cette ville, les gens avaient appris que le silence n'était pas un vide, mais un langage. Un message que les chiens comme Thunder savaient entendre et que les humains réapprenaient doucement à écouter. Ellie poursuivit ses études. Elle suivit des cours en psychologie du développement, en comportement animal et en intervention thérapeutique. Elle refusait de s'éloigner de Garland Falls, préférant construire autour de ses racines plutôt que de partir à la conquête du monde. Elle comprit vite que son monde à elle, c'était celui que Thunder lui avait légué. Elle resta proche de Sean, qui devenait un mentor autant qu'un oncle de cœur. Sarah, elle, continua d'accueillir et de soigner chaque animal blessé, chaque être abandonné, avec la même douceur qu'autrefois. Winston devint l'ambassadeur officiel du centre. Il participait à des événements dans tout l'État. Mais il ne supportait pas d'être séparé d'Ellie plus de quelques heures. Leur lien était profond, différent de celui qu'elle avait partagé avec Thunder, mais tout aussi solide. Winston n'avait pas connu les horreurs de la guerre. Il avait été sauvé très jeune. Et c'est peut-être pour cela qu'il comprenait si bien ceux qui portaient le poids de souvenirs trop lourds. Il n'avait pas vécu les ténèbres, mais il savait éclairer. Le Thunder Act fut étendu à d'autres États. Des centres similaires virent le jour dans plusieurs villes. Ellie fut invitée à Washington pour parler devant un comité du Sénat. Elle n'avait que 17 ans, mais elle parla avec la sagesse d'une vieille âme. Elle parla de Thunder, de ce qu'il avait fait, de ce qu'il avait permis. Et lorsqu'elle conclut par ces mots, la salle entière se leva. Ce chien n'était pas un héros parce qu'il a combattu. Il était un héros parce qu'il est resté. Jusqu'au bout. Le temps passa.
La ville grandit, changea, se modernisa. Mais dans un coin du parc de Willow Bend, la statue de Thunder resta intacte. Les enfants y accrochaient parfois des rubans colorés. Les vétérans déposaient des médailles ou des lettres pliées. Et chaque 5 novembre, jour de sa dernière mission, une veillée silencieuse était organisée. Pas de discours, pas de chant, juste des bougies. Et du silence, comme Thunder l'aurait voulu. Un soir, alors qu'Ellie, désormais jeune adulte, refermait les grilles du centre après une longue journée, elle s'arrêta un instant, le vent soufflait doucement. Winston, vieilli lui aussi, marchait lentement à ses côtés. Elle leva les yeux vers les étoiles, et dans le silence du crépuscule, elle crut entendre un battement de queue, un souffle familier, une présence invisible. Elle sourit. Merci Thunder pour chaque battement, chaque silence, chaque instant. Puis elle éteignit la lumière et ferma la porte. Mais l'histoire ne s'éteignit jamais vraiment. Elle continua dans la voix d'un enfant qui parlait pour la première fois, dans le pas hésitant d'un soldat qui osait revenir vers les siens, dans le regard tranquille d'un chien qui veillait, et dans chaque cœur qui se souvenait.